Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse de questions économiques, des questions d'actualité, mais aussi des questions politiques. Sur ce plateau, nous sommes particulièrement heureux d'avoir des journalistes chevronnés, comme toujours, pour débattre de questions d'actualité. À ma gauche, à votre droite, nous avons Don Momat. Bonjour Don. Bonjour Patrick. Donc Matt, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum, vous êtes un habitué de Géopresse. À ma droite, à votre gauche, chers téléspectateurs, nous avons José Junior Owawa. Bonjour José. Bonjour Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs de Géopolis Télévision. Voilà, José qui est également journaliste ici à Géopolis Forum. José, donc c'est la première pour Géopresse, on lui souhaite la bienvenue. Allez, on va dérouler avec le sommaire. L'escalade militaire empire dans la partie orientale du pays, mais la dynamique diplomatique s'active tout aussi. Comment sortir de l'escalade militaire et l'escalade infernale qui étreint le Congo depuis une trentaine d'années? Je vais poser la question à mes invités. À la une également, le discours martial de Félix Tshisekedi. Êtes-vous rassuré du ton de fermeté du premier des Congolais par rapport à l'agression rwandaise? Là également, je vais poser la question à mes invités. Et pour finir, l'agression dont est victime la RDC. Des rares voix se lèvent au sein de l'Union sacrée, mais on n'entend pas les autres caciques à part Jean-Pierre Bemba, dont on a vu des actions au niveau du Grand Équateur. Mais où sont passés les caciques qui sont généralement très loquaces? Sacrée question que je vais poser aussi à mes invités. Bienvenue, bonjour à tous. Alors messieurs, on va entamer directement les débats. Dans mon mat, vous avez suivi l'actualité en tant que journaliste, vous avez suivi ce qui se passe au Nord Kivu, en Ituri, au Sud Kivu, disons bref, de manière brève, là, dans la partie orientale de la RDC. On a vu que la guerre empire, bien qu'on ne peut pas entrer dans le détail des opérations militaires, mais le volet diplomatique s'active aussi avec le sommet de l'EAC. Aujourd'hui, vendredi, pendant qu'on enregistre l'émission, le sommet de la SADC. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ça quand vous regardez? Quelle lecture vous faites? Ah, Merci pour la parole, Monsieur Patrick. C'est un honneur de se retrouver ici encore une fois pour parler des questions qui touchent à l'actualité et qui touchent le Congo, pays auquel nous appartenons tous. Comme vous l'avez dit, la guerre a empiré depuis, on le sait, euh, le, depuis que le président Kagame a refusé de venir en Angola en décembre, où il devrait rencontrer son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi. On a vu que effectivement la guerre s'est empirée, puisque lors de cette rencontre probable, ils avaient posé, le Rwandais avait posé une dernière condition qui était celle pour le président congolais de dialoguer directement avec le M23. N'ayant pas obtenu cela, on a vu directement que la guerre s'est empirée et on comprend bien que tout ceci entre dans une logique où on veut imposer à la RDC d'avoir un dialogue direct avec le M23. Ok? Et par rapport à ça, la RDC a déployé sa diplomatie. Là encore, on peut constater que la RDC est un pays presque abandonné. Même si avant, on parlait des victoires diplomatiques, on parlait de cette montée de cette affirmation du pays sur le plan diplomatique, mais dans le fait, on peut beau se féliciter d'avoir décroché deux réunions au niveau de l'ONU, Au Conseil de sécurité. au Conseil de sécurité de l'ONU, le samedi et le dimanche, je crois. Les dimanches plutôt le lundi. Mais au-delà du fait que on condamne, déjà pour ce qui est de la condamnation, je vous rappelle ici que 3 pays de l'Afrique siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU, entre autres l'Algérie et la Somalie,
ont refusé Et carrément, la Sierra Leone aussi. ont refusé carrément d'indexer le Rwanda comme pays agresseur. C'est un échec diplomatique. Au niveau de l'Union africaine, vous l'avez suivi autant que moi, l'Union africaine, qui devrait être notre rempart, puisque et le Rwanda et la RDC sont membres de l'Union africaine et sont africains, l'Union africaine, là encore, a refusé de désigner le Rwanda comme pays agresseur. Il s'agit là d'un deuxième échec. Bien entendu, au niveau de l'EAC, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose, raison d'ailleurs pour laquelle le président Félix Tshisekedi a carrément boycotté ces sommets organisés à l'initiative du président Kenya. Et nous nous penchons plus ou moins au niveau de la SADC, puisque là encore, on a quand même bon espoir, puisque nous entretenons, la RDC entretient des bonnes relations avec l'Angola et aussi avec l'Afrique du Sud. Voyez-vous, même dans ce qui est arrivé, vous avez vu ce qui s'est produit entre le président Kagame et le président sud-africain autour de cette guerre. Et on a bien vu, lorsque vous suivez cela de près, on voit bien que l'Afrique du Sud se positionne du côté de la RDC, déjà, clairement, elle se positionne du côté de la RDC. Et donc, au niveau de la SADC, on va certainement y participer. Là, on s'est dit peut-être qu'on pourrait récolter quelque chose. On peut aller encore loin au niveau de l'Union européenne, vous l'aviez suivi. Encore là une fois, c'est vrai que l'Allemagne... en gros, en fait, il y a... On peut se dire que sur le plan diplomatique, on a échoué. Mais cela ne dit pas qu'on a échoué totalement, puisqu'il y a aussi des petites réussites. Ou disons, puisqu'on ne va pas parler des petites ou grandes réussites, disons qu'il y a tout simplement des réussites. Okay? Mais qui ne doivent pas nous faire oublier que nous sommes en train d'échouer sur le plan diplomatique. L'une des réussites, c'est le fait que l'Allemagne ait arrêté avec son aide au Rwanda. Okay? On peut mettre ça sur le compte des réussites de notre diplomatie. Il y a aussi le fait que déjà, qu'il y ait quand même eu beaucoup de pays ou de personnalités qui ont clairement indexé le Rwanda comme pays agresseur, allant jusqu'à demander des sanctions. Mais vous avez vu, encore une fois, au niveau des États-Unis par exemple, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, à la question posée par une journaliste, le président Donald Trump s'est carrément refusé d'évoquer la question de l'Est. Pourtant, les États-Unis sont un pays majeur, bien entendu. On n'attend pas grand-chose des États-Unis, mais en tant qu'un grand pays qui joue énormément, beaucoup dans la diplomatie au travers le monde, on aurait bien voulu peut-être avoir ou deviner ce que pensaient les Américains de cette guerre. Malheureusement, là, il y a un silence total. Par contre, certains événements, certaines actions qui sont déployées par les États-Unis au niveau de la RDC laissent sous-entendre que là aussi, nous n'avons peut-être pas jusque-là réussi à convaincre totalement les États-Unis à soutenir notre cause. Donc, cela dit, nous avons l'obligation en ces moments de réfléchir et de chercher par tout le moyen à renforcer notre diplomatie, à renforcer notre argumentaire auprès et de nos partenaires et des potentiels partenaires, ce qui se faisait déjà, mais peut-être qu'il faut davantage renforcer cela pour que nous puissions arriver à convaincre et à mettre tout le monde derrière nous. Et cela passe, entre autres, déjà par le fait d'avoir une cohésion interne, d'avoir un seul langage au niveau interne et de travailler sur bien d'autres aspects pour parvenir à être fort diplomatiquement. Merci, Domomat. La même question, je la pose à José Junior Owawa. Vous avez une lecture de journaliste. Est-ce que vous faites
on va dire, vous faites le même diagnostic que dans mon mat tout à l'heure pour dire que la diplomatie a échoué. Mais quand même, on voit que les lignes bougent parce que la représentante, parce qu'il a parlé des États-Unis d'Amérique, la représentante des Américains au Conseil de sécurité a déploré le fait que l'armée rwandaise déploie du matériel sophistiqué au niveau du terrain des opérations. Donc, il y a quand même des dénonciations qui sont faites. Mais maintenant, selon vous, est-ce que vous avez une lecture aussi, on va dire, peut-être sceptique comme dans Matt par rapport à tout ce qui se fait? Bon, merci beaucoup Patrick pour d'abord l'invitation. Je te remercie pour la seconde fois. Je comprends la déception dedans qui voit effectivement qu'il y a un problème sur le plan diplomatique. Souvenez-vous qu'il n'y a pas longtemps ici on parlait de la diplomatie agissante et le président Tshisekedi est là depuis la guerre. Depuis presque 2021, nous sommes déjà jusqu'à la 3e année de la guerre que nous connaissons, que nous subissons de la part du Rwanda avec ses supplétifs du M23. Et pendant ces opérations militaires, il y a eu effectivement beaucoup d'initiatives qui ont été prises par le pouvoir de Kinshasa, qui a changé d'abord du ministre des Affaires étrangères. On est au 3e maintenant, je crois, depuis Mme Thérèse qui est partie. C'était le Tundula. Finalement, nous avons Wagner qui est là. Il y avait Touma Zeba qui est parti. Et le Tundula, maintenant, c'est Thérèse qui est là. 3e, c'est justement parce que le chef de l'État était, semble-t-il, engagé dans une dynamique de pouvoir booster les choses sur le plan diplomatique. Parce que, souvenez-vous, les options qui avaient été levées à un certain moment, c'était plutôt de combiner beaucoup d'approches pour la lutte contre ces rebelles du M23 et tout ce qui est comme cette constellation, pas le M23, AFC, tout ce que vous voulez, mais en tout cas la rébellion dont on parle d'une agression tout simplement du Rwanda sur la RDC. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, et j'ai tenté de le dire, pour justement redynamiser notre diplomatie. Mais effectivement, il y a beaucoup de quoi qui est dans cette diplomatie. La grande victoire qu'on peut dire, que je me souviens, en 2018, en 2017, comme un peu plus avant, il était difficile pour un journaliste de dire que c'est les Rwandais qui agressent la RDC. Oui. Et même au niveau institutionnel, vous voyez qu'il y a beaucoup d'officiels qui avaient du mal à prononcer ces noms et à prononcer les noms du président Kagame et à prononcer les noms des officiels rwandais qui soutiendraient la rébellion, toutes les rébellions que nous avons connues à l'est du pays. Du fait que sur le plan d'éléments de langage en communication, c'est très important parce qu'on a réussi finalement à les dire aujourd'hui sur un plateau de télévision que le Rwanda agresse la RDC à travers toutes les rébellions qui sont à l'est du pays. Et pourquoi? Parce qu'on s'est basé sur un rapport, ces différents rapports des Nations Unies, parce qu'on suppose que la neutralité elle est plus ou moins parfaite là-bas, parce que par définition, c'est sur les Nations Unies, une organisation à laquelle appartient le Rwanda et tous les pays du monde. Sur base de ce rapport, sur base des images et satellites que la RDC a pu se procurer, il a été démontré qu'effectivement, la RDC était agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, je vais parler de ça, je vais qualifier ça de diplomatie, de victoire diplomatique, mais je rejoins à ce qu'il est en train d'avancer comme élément, effectivement, qu'il y a cette difficulté. Déjà, les deux dernières rencontres au niveau du Conseil de sécurité, il a cité des pays comme la Sierra Leone, la Somalie, l'Algérie. L'Algérie particulièrement qui présidait justement cette réunion en tant que président tournante de cette structure de l'ONU. Là, je veux dire l'instance politique des Nations Unies, c'est justement ce Conseil de sécurité. L'Algérie avait de bonnes raisons. Selon ce qu'on a pu avoir comme bribes d'informations, l'Algérie ne pouvait pas soutenir la RDC parce que l'Algérie, vous savez que l'Algérie est confrontée à une situation de plusieurs décennies. L'Algérie soutient les Sahraouis pour l'indépendance du Sahara occidental face au Maroc. Et les rapprochements diplomatiques entre la coopération bilatérale entre la RDC et le Maroc fait que l'Algérie est mal à l'aise du fait que comment on peut soutenir un pays qui soutient un adversaire politique? Parce que vous savez, dans cette partie de l'Afrique, le Maghreb, c'est parce qu'il y a l'Algérie qui a comme son rival le Maroc.
Après le départ de Muammar Kadhafi, la Libye a du mal à se restructurer, à s'imposer comme étant l'une des puissances de la sous-région. Alors l'Algérie ne pouvait pas parce que l'Algérie estime que la RDC entretient des relations excellentes avec le Maroc. Et aussi la RDC soutiendrait cette initiative marocaine pour continuer à administrer le Sahara occidental et qu'il ne fallait pas pouvoir, pour l'Algérie, de pouvoir cautionner cela. Et aussi l'Algérie n'est pas pour la guerre en Israël, alors que la RDC, lors de la condamnation, la RDC soutiendrait également l'Israël avec qui elle a des bonnes relations, notamment en termes de formation militaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos militaires qui partent là-bas pour suivre des formations militaires. Et on a des appuis multiformes sur le plan technique dans ces secteurs-là. Alors je pense que c'est un échec, mais le fait qu'on ait réussi finalement à faire convoquer ces deux réunions pour parler de la RDC, je pense que c'est quelque part une victoire démitante, bien sûr, mais c'est une victoire diplomatique déjà. Mais la question qu'on devrait plutôt se poser, est-ce que ça a un impact sur le terrain? Ça a démontré que jusque-là, ça n'a pas véritablement d'impact parce que sur le plan militaire, vous savez les difficultés qu'éprouvent nos forces par moment de pouvoir finalement bouter l'ennemi en dehors du pays. Aujourd'hui, la présence militaire dans la ville de Goma, ça a été certifié qu'il y a des militaires rwandais qui sont dans la ville de Goma et sous les labels du M23. Aujourd'hui, la RDC a demandé qu'il y ait des retraits définitifs, les retraits de ces militaires de nos frontières, en dehors de nos frontières. Vous avez suivi la déclaration de la Belgique qui est, entre guillemets, le parrain de la RDC sur le plan international pour avoir été l'ancienne puissance coloniale. La Belgique exigerait tout simplement la suspension de l'aide militaire pour les opérations que le Rwanda mène au niveau de du Malawi, je crois, si je me trompe, Mozambique, voilà, au niveau du Mozambique, et pour que finalement ces 20 millions de dollars qui auraient été donnés au Rwanda, justement pour consolider ce système sécuritaire, ne soient utilisés pour déstabiliser la RDC. La Belgique a demandé, a fait pression sur l'Union européenne pour que finalement nous puissions avoir la suspension de cette aide militaire. Vous avez suivi les Royaumes-Unis, d'après ce que j'ai pu lire quelque part, que le Royaume-Uni exigerait justement, déplorerait cette situation et exigerait justement la fin des hostilités, les retraits de militaires rwandais sur le sol congolais et que le Rwanda aurait reçu beaucoup d'aide pour booster son développement jusqu'à presque 1 milliard de dollars. En fait, le Rwanda vit principalement de deux choses, j'ai eu à les dire dans cette émission. Ouais. Le Rwanda vit de l'aide extérieure et des richesses qui sont payés en RDC. De la RDC, oui, parce que c'était, vous avez parfaitement raison. Donc, autour d'1 milliard de dollars jusque-là. Et les Britanniques estiment que cet argent était finalement déversé ou soit gaspillé, dilapidé pour les opérations militaires, l'achat d'armes sophistiquées, tout ça pour finalement envahir l'Est de la RDC. Je pense que c'est quelque part, c'est une victoire diplomatique parce que tous ces pays-là ont été présentés par moments comme étant des pays qui soutiennent l'agresseur. Pour Rwanda. Oui, pour Rwanda qui soutient l'agresseur, mais aujourd'hui que tous ces pays-là puissent finalement le dire clairement que ce sont ces pays-là. Le Rwanda agresse la RDC qui doit finalement... C'est un début de victoire c'est un début de victoire diplomatique. Et moi, je vous ai dit que je suis sceptique sur le plan diplomatique. Il est vrai qu'on ne peut pas vivre en autarcie en plein XXe siècle, mais au moins, on peut dire que sur le plan militaire, il y a des avancées qu'il faut, des choses qu'il faut faire pour finalement que nous puissions être militairement au point et bouter l'ennemi dehors sur le plan militaire. Oui, on peut avoir la diplomatie, mais par moment, il fallait passer à autre chose que de se contenter avec de déclarations. Parce que la diplomatie, c'est beaucoup plus et exclusivement que des déclarations. Voilà. Que des déclarations. Je vais terminer par la présence française au pays. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères de la France qui est arrivé ici, qui a rencontré le chef de l'État et qui n'aurait pas fait des déclarations. Et qui est allé au Rwanda finalement, et la France condamnerait toujours et ça s'arrêterait à ce niveau-là. Condamner, ça s'arrête là, on condamne, ça s'arrête là, mais sur le terrain, ça change quoi? Je pense que la solution est d'abord nationale, la solution est locale, ça doit sortir de la RDC avec tout ce que nous pouvons montrer comme puissance militaire face à l'ennemi, face à l'adversaire, face à l'ennemi, je ne sais pas comment vous voulez qu'on qualifie le Rwanda, pour finalement prétendre à quoi que ce soit sur le plan diplomatique. Il a évoqué la réaction du président Kagame face à une entorse communicationnelle qui aurait surgi lors de l'un de ses échanges avec son homologue Ramaphosa.
Et que Kagame dit effectivement, voyez que ça, parce qu'il semblait avoir une puissance avec lui, il semble être sûr de lui, et finalement pour dire qu'il serait prêt à affronter l'Afrique du Sud en cas de confrontation. Vous voyez que sur le plan interne, parce que s'il est élu, il atteint, je ne sais pas, son 4e mandat, il est presque une trentaine d'années à la tête du pays, depuis 1994. En réalité, c'est lui qui gouverne le Rwanda. Et finalement, avec cette force qu'il a au niveau interne, il prétend être un dirigeant qui peut dissuader tout le monde parce qu'il a la force de dissuasion de son entendement. Je pense que c'est nous, en tant que pays, les RDC, les autorités congolaises devraient plutôt s'appuyer sur une force locale. Une force locale, je pense que vous avez évoqué c'est qu'on pourrait dire par la suite. Le débat, on va le continuer, mais bon, le Rwanda avoir la force, moi, j'ai relativisé un petit peu. Il y a peut-être des nuances à amener là-dessus. Je dis à son entendement. À son entendement, voilà. C'est très bien. Voilà, vous avez dit, José Junior a dit, dans le match, José Junior a dit que la diplomatie a eu des avancées, mais il s'est lui-même posé la question. En fait, il a posé aussi le problème qui a aujourd'hui, c'est que cette victoire reste un peu dans le domaine de la symbolique. Et que sur terrain, il n'y a pas vraiment de l'impact par rapport aux différentes dénonciations. Selon vous, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est le fait que, vous voyez par exemple, l'Union africaine n'a jamais dénoncé? L'Union africaine n'a jamais dénoncé. Qu'est-ce qui bloque? C'est le fait que le Rwanda donne des éléments de contingent aux différentes missions de maintien de paix en Centrafrique, au Mozambique et consorts. Est-ce que c'est ça qui bloque? Qu'est-ce qui bloque à votre avis? Au fait, je crois que c'est essentiellement une question d'intérêt. Oui. C'est essentiellement une question d'intérêt, vous le savez d'autant plus que moi. Comme le disent d'ailleurs les Américains, c'est bien, l'Amérique n'a pas d'amis, l'Amérique n'a que des intérêts. Et donc, au niveau des nations, c'est une question d'intérêt. Lorsque vous privilégiez, tout à l'heure, M. Junior évoquait par exemple la question pourquoi l'Algérie n'a pas soutenu la RDC. Parce qu'il s'est fait que la RDC soutient le Maroc, et si on dit que la RDC soutient le Maroc, c'est-à-dire que la RDC soutient également le fait que le Maroc a une emprise sur la question de Sahara occidental. Oui, une partie qui est aussi réclamée par l'Algérie. Et donc, juste parce que les intérêts de l'Algérie ne sont pas pris en compte par la RDC, ou n'étaient pas pris en compte par la RDC, qu'est-ce que l'Algérie fait? Elle bloque. Donc, on peut dire que le Rwanda, de par le fait, oui, on l'a dit, de par le fait qu'elle contribue aux forces. Dans mon mat, vous avez la parole. Juste une question de relance. Mais pour ceux qui nous regardent, il faut rappeler quand même que les États qui sont là-bas, il y en a 10 qui ont juste un pouvoir symbolique au Conseil de sécurité, dont l'Algérie. Et que s'il y a vote de résolution, l'Algérie ne va pas peser en tant que telle, c'est les 5. Oui, en fait, moi j'ai répondu juste à votre question pour dire que, pour expliquer pourquoi le Rwanda bénéficie de certains soutiens dont nous ne bénéficions pas. Oui. Et j'illustrerai cela par un exemple qui a été donné tout à l'heure pour dire que voilà, c'est une question d'intérêt. Lorsque le Rwanda rencontre les intérêts des pays, de certains pays, et que nous n'arrivons pas à rencontrer le même intérêt, la balance va tout simplement pencher en faveur du Rwanda. C'est ce qui se passe. Vous évoquez tout à l'heure, vous, ici, la question, le fait que le Rwanda contribue avec ses forces aux missions de maintien de paix. Vous savez, lorsqu'on en voit, regardez ce qui s'est passé avec nos amis de la SADC, il y a eu 13 morts. Il y a eu des morts du côté de la MONUSCO. Cela signifie que un pays, pour envoyer ses troupes, ses enfants, dans un pays étranger, le pays réfléchit 2 fois. Ok? Surtout dans une situation de conflit. Regardez, le Kenya a dû réfléchir 2 fois avant d'envoyer ses troupes en Haïti. Et là, elle a même posé, le pays plus tard posé des conditions. A posé des conditions pour tenter tant soit peu de sécuriser ses troupes sur le sol haïtien qui aujourd'hui est aux mains des gangs, des kounouna haïtiens. Et donc, ça, lorsque le Rwanda fait cela, on n'est pas en train de louer ça, on n'est pas en train de vanter le Rwanda, mais on peut dire que territoire d'un autre.
quelque chose qui permet à ces pays-là de rencontrer les intérêts de certains pays. Ok? Nous aussi, on a envoyé des troupes en Centrafrique, c'est bien. On essaye. Hein, on ne va pas dire que nous n'avons pas des manettes sur lesquelles appuyer. Nous aussi, parfois, il nous arrive de rencontrer les intérêts de certains pays, mais dans la situation dans laquelle nous sommes, il semble que ça ne pèse pas trop en notre faveur. C'est comme ça que je disais tout à l'heure que il nous faut faire de la diplomatie des raisons et non des cœurs. Voilà. Diplomatie de raison et non de cœur. On va terminer avec ce volet, on va dire, on est toujours dans la même thématique, mais le volet va évoluer. Mais pour terminer ce volet, je pose à vous, José Junior, la question. La guerre, normalement, c'est symbole quand même d'un certain échec, l'échec de parler. Maintenant que la diplomatie, vous dites que la diplomatie n'a pas vraiment d'impact réel sur le terrain en termes de paix. Quelle est la voie de sortie? Oui, merci, M. Patrick. Je veux tout simplement compléter parce que lui parle des intérêts que l'Union africaine chercherait à garantir pour soutenir, justifierait le soutien ou soit la tiédeur de la position de l'Union africaine. C'est justement, vous savez que l'Union africaine, dans sa majorité, le budget de l'Union africaine est financé en grande partie par l'Union européenne. Oui. Comme la CAC, comme toute organisation régionale, c'est financé par l'Union africaine. Et pas par l'Union européenne, je dis, pas l'Union européenne. L'Union africaine est basée en Éthiopie, c'est un pays de l'Est. Oui. Quand on parle d'Éthiopie, sur le plan de la sociologie politique, vous voyez qu'il y a les Nilotiques qui sont là-bas et que ce sont les groupes qui sont au pouvoir, notamment dans des pays comme le Kenya, dans des pays comme le Rwanda, dans des pays comme l'Ouganda. Et la Somalie, c'est une constellation ethnique qui est à la tête du pays, qui vante par moments un message du type messianique, voilà, que nous sommes la race supérieure parmi la race noire. Et que vous voyez que c'est cette histoire-là, du fait que ce pays-là sont là-bas, et que les sièges de l'Union africaine se trouvent là-bas en Éthiopie, et qu'au même moment, vous avez l'Union européenne dont on a accusé, pas accusé parce qu'il y a des parlementaires européens qui ont parlé clairement que l'Union européenne a pu signer un contrat pour un accord de partenariat avec le Rwanda pour la vente des minerais stratégiques depuis l'année dernière. Marine Le Pen l'a dit, la Union européenne des resellers. Oui, les resellers. Des resellers oui, effectivement. Vous voyez ça que c'est une position, vous voyez, c'est la communication institutionnelle et diplomatique. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour la structuration des éléments de langage. Donc, quand ça passe de l'autre côté, on ne sait pas peut-être le dire clairement, mais ici, il y a des faits, des indicateurs, des agrégats endogènes sur le plan africain, comme je vous ai dit d'abord la sociologie et tout ce qu'il y a comme représentation qui peut aussi justifier cela. Vous avez vu que dans la sous-région des Grands Lacs, mais par moment, il s'est avéré que le Rwanda prend les dessus sur le plan peut-être sur la communication, c'est peut-être comment c'est les narratifs qu'on a développés au Rwanda, que c'est un pays qui a été agressé, qui a connu par moment la situation de génocide, la situation que le Rwanda malheureusement est en train d'instrumentaliser aujourd'hui. Tout ce qui se passe au Rwanda, je me souviens, lors de suivre les séminaires de 3e cycle à l'époque, un professeur nous disait dans la salle avec les amis qu'il est au Rwanda pendant une conférence. Il développait une théorie sur les changements climatiques et il illustrait en disant que les changements climatiques tuaient plus que même les génocides. Le simple fait de l'avoir prononcé justement cet incise, je crois que tu en avais parlé en aparté, le professeur a été prié de prendre ses valises pour repartir parce que ses amis lui ont dit en tout cas tout ce que tu viens de dire ici, au Rwanda ça ne se dit pas. Le narratif officiel veut qu'il n'y a aucune calamité au niveau de la planète depuis le début de l'histoire de l'humanité qui dépasse les génocides. C'est un instrument politique que Paul Kagame a mis en place pour faire sa politique, justement. Vous voyez ça, dans tous ces éléments, le Rwanda est comme un pays fragile, est sorti de cette situation, qu'on ne peut pas toucher au Rwanda, qu'on ne peut pas faire ceci. Il a fait que le pays en a profité. Il a noué des accords politiques comme ça, des accords diplomatiques, justement pour s'imposer comme étant, oui, c'est un petit pays sur le plan de la superficie, 26 000 km à peine, et que c'est sur sa position stratégique, il est au cœur
de l'Afrique de l'Est, parce que le Congo, il a en jonction entre le Congo, le Burundi, l'Ouganda, je ne sais pas, le Kenya à côté. Mais ce sont des pays sur le plan de la géostratégie, ce sont ces pays-là qui représentent, il est comme un pays pivot qui reste au milieu de ce pays-là. Il dit que non, moi j'ai des militaires qu'il faut, moi, on m'envoie de l'émission des Nations Unies, de l'Union africaine, comme il a avancé, que c'est finalement, ce sont ces éléments qui peuvent expliquer, je ne dis pas totalement que c'est suffisant, mais ce sont des éléments qui peuvent nous amener des réflexions, à comprendre, nous amener à comprendre comment souvent, il y a cette fragilité de l'Union africaine de pouvoir condamner formellement le Rwanda. Vous m'avez posé la question sur la diplomatie. Comment sortir maintenant de ça? Parce qu'il y a la guerre qui ne marche pas, parce que les gens meurent. Il y a aussi la diplomatie qui n'a pas beaucoup d'impact. Mais comment sortir pour retrouver la paix maintenant? Bon, la paix passe par ce qu'on ne veut pas dire au Congo. Une cohésion nationale au niveau interne, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, peut-être j'anticipe votre deuxième question, le volet de votre, je n'en parlerai peut-être pas, mais je vais passer à autre chose. C'est tout simplement que nous avons dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les pays, aucun pays n'a été sauvé par l'extérieur. Vous avez vu que Ramaphosa, le président sud-africain, est sorti de son silence, peut-être, je ne sais pas s'il était dans un silence ou pas, au moins, il est sorti de sa zone de confort pour dénoncer, justement parce qu'il y a 13 paix à l'heure. Ah, mais les amis qui sont partis, de ces 13 militaires qui sont partis. 13 récemment, je crois une dizaine. Oui, voilà, il est autour d'une vingtaine de militaires qui sont tombés sur les sols congolais. Le Kenya, au même moment, à un certain moment, qu'ils avaient envoyé les militaires dans les cadres de l'EAC, aussi ont déploré cela. C'est-à-dire, et vous avez vu aussi les images, si tant est que c'est vrai, ce sont les images authentiques. Vous avez vu les mercenaires qu'on a présenté, les images qui nous sont parvenues, présenté comme état celles appartenant à des hommes présentés comme étant des militaires, des hommes de couleur blanche, qui est présenté comme étant des militaires venus dans le cadre de l'appui technique à nos forces armées, qu'on aurait arrêté, qui se seraient fait désarmer par la MONUSCO, qui aurait traversé la frontière congolaise vers le Rwanda. Et la motivation principale, ils seraient partis parce que la situation était devenue intenable. Intenable, effectivement, s'ils sont partis, ils ont été présentés comme étant des mercenaires. Quand on est mercenaire, donc on travaille sur base d'un contrat et on ne vise que ses propres intérêts. Aujourd'hui, les intérêts qu'ils ont visés à un certain moment ne sont plus là, ils sont obligés de partir. Mais qui c'est qui sont restés au pays, qui c'est qui sont restés à combattre sur le sol congolais, à Goma et partout à travers le pays, ce sont les FARDC. Ce n'est pas les militaires de l'EAC, de la SADC, Sambir, toutes ces missions diplomatiques. Ce n'est pas non plus la MONUSCO. Peut-être qu'elle a servi de missions de protection pour essayer un peu d'encadrer les débordements sur le plan humanitaire. Mais ceux qui ont combattu jusque-là, qui ont péri sur les champs de bataille, qui ont fait les affrontements directs avec l'ennemi, ce sont les militaires congolais. C'est déjà, ça se prouve en suffisance que la solution, elle est d'abord interne. La diplomatie, comme je vous ai dit, que c'est ce bien, mais ça a montré également ses limites, que ça n'a pas marché. Vous avez suivi à l'époque la situation à Gaza. À Gaza, tout le monde a condamné l'invasion de la bande de Gaza, de l'Israël de la bande de Gaza par l'Israël. J'ai suivi l'invasion de Beyrouth, tout ce pays du Liban par l'Israël. Par Israël, notamment même la France, qui a eu un affront diplomatique, une froideur diplomatique entre la France et l'Israël. Mais finalement, ça produit quoi? Au bout de compte, l'Israël a fait ce qu'il pensait être bon pour préserver sa sécurité intérieure. C'est ce que Don a dit, que ce sont les intérêts. Si l'Israël pense que les intérêts d'Israël sont menacés, peu importe d'où tu viens, il n'a pas de leçon à recevoir de ta part. Et c'est pourquoi, peut-être qu'on va parler du discours du chef de l'État, qui effleure justement cela, que vous avez montré vos limites, et qu'effectivement, le Congo va se prendre en charge. Il y a une riposte qui doit s'organiser pour pouvoir... Donc bref, la situation, elle est locale. Il faut que nous puissions organiser nos forces armées. Elles sont organisées. Peut-être ce qui est fait, c'est déjà beaucoup. La RDC est classée 8e puissance militaire en Afrique, avec tout ce que nous connaissons, l'équipement, les achats de drones, tout ce qui avait été acheté sur le plan militaire, les formations en cascade qui avaient été données, des formations, des recrutements qui ont été faits. Aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Peut-être qu'à un certain moment, il faut encore faire plus pour que le pays puisse avancer. Moi, je suis dans l'optique de pouvoir nous préparer sur le plan interne et d'affronter l'ennemi, d'où qu'il vienne, sur le plan militaire d'abord, pour voir ce que ça va donner. Voilà, la solution, elle est interne, dites-vous. Donc, on va finir avec ce premier volet très très vite. Quelle solution
Alors, j'ai essayé de schématiser ça. Je crois qu'il faut partir d'abord sur base d'une intelligence construite. OK? On doit, lorsque vous êtes en situation de guerre, la première des choses, c'est de mettre ensemble les intelligences pour réfléchir sur comment vous allez vous comporter face à cette guerre-là. OK? Vous n'allez pas y aller de manière dispersée. Chacun fait sa déclaration. Oui, oui, il y a celui qui s'élève, je sanctionne, si tu fais ceci, l'autre se réveille, ou peine de mort. Non, il faut d'abord se mettre ensemble, vous réfléchissez sur... L'autre se réveille, ils disent non, ils arrivent, ils ont pris l'aéroport, l'autre dit... Oui, ça fait un peu désordre. Il faut lorsqu'il y a une intelligence qui est mise en place, qui doit servir à mobiliser la population, à faire naître de la cohésion. Cela s'est fait partout dans le monde. On peut prendre l'exemple du Japon. Imaginez-vous, lors de la Seconde Guerre mondiale, de jeunes qui, lorsqu'on leur refusait d'aller à la guerre, se sentaient moins hommes et qu'ils trouvaient mieux de mettre fin à leur vie que de ne pas aller à la guerre. Et lorsqu'ils allaient à la guerre, c'était déjà acté qu'ils allaient pour mourir, puisque le Japon, à un certain moment, s'est retrouvé dans une situation où le pays n'avait pas de munitions. Et donc, tout ce qu'on conseillait aux pilotes, c'est de prendre votre avion et d'aller vous faire écraser. Vous faire écraser sur des munitions, sur de bateaux qui transportaient des munitions ennemies. C'est là qu'est parti le nom de kamikaze. Effectivement. Ouais. Donc, pour que vous puissiez arriver à endoctriner les gens à ces points-là, toute votre population, à se mettre derrière vous, il faut une intelligence. On peut évoquer plusieurs exemples des États-Unis, Israël, que ce soit du côté de l'Israël ou du côté de Gaza. Imaginez à Gaza, on a tué des chefs, on a éliminé des chefs par des manières sophistiquées, par des bombes ciblées, mais il y a quand même des gens qui continuent encore à se battre. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi? Puisqu'il y a eu une intelligence collective, il y a un narratif qui a été créé, qui a été, et ces gens, on peut Vous avez la parole. Chez eux, on parle de l'esprit. Ce n'est pas les personnes qui partent, c'est l'esprit. L'esprit qui reste. Qui reste, donc ce n'est pas la personne physique, on ne tue pas ça. Les Hamas, c'est un esprit, c'est une idéologie, c'est une philosophie de choses. Vous allez chez le Hamas, c'est la même chose et il n'y a rien à faire. Effectivement. Il faut créer ça. Idéologie, philosophie, ça relève de l'intelligence. C'est ce qui mobilise. OK? Et lorsque vous avez mobilisé le peuple, on a évoqué les exemples d'ailleurs, on peut même évoquer notre propre exemple. Souvenez-vous, en 1998, lorsque la guerre s'est déclarée le 2 août, regardez tout ce qu'il y a eu, des chants patriotiques, des chants chantés par des militaires, Toku Fapona au Congo, etc. Regardez comment ça a essayé de mettre tout le Congolais autour d'un leadership pour se battre contre l'ennemi qui venait. Okay? Donc on peut reproduire en bien ce qui a été fait. Donc il y a l'intelligence, l'idéologie, la philosophie qui va se traduire par la mobilisation. Et il faut à cela que nous avons déjà une armée. Il faut que cette armée, malgré la crise, et généralement on dit que c'est dans les situations de crise que les vrais hommes, que les vrais leaders naissent. Et donc nous avons besoin d'une armée qui continue à monter en puissance, d'une armée qui nous donne des leaders. Regardez, dans le temps, on savait que dans l'armée, il y avait un certain Maïlé, on savait que dans l'armée, il y avait un certain Mamadou Ndala. Ce n'est pas mal qu'on ait des leaders militaires qu'on identifie. Des leaders militaires auxquels les autres militaires s'identifient. Parce que, rappelons-nous ceci, un militaire sans galon, comme on le dit, soldat Molongo, est prêt à mourir pour son chef qu'il considère comme étant un leader. Et très ça, bien. il faut travailler sur tout ça très rapidement. Bien sûr, ça s'est fait, mais il faut accélérer le rythme. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Je vous rappelle que vous êtes dans Géopresse. En tout cas, on est en train de parler de la guerre de l'Est avec le volet diplomatique, l'escalade militaire qui empire. Mais dont Matt tout à l'heure a parlé de l'idéologie, de la mobilisation collective. En tout cas, parlant de ça, le président de la République a fait un discours qui a effleuré tout ça. Ce sera le prochain volet du débat. Mais avant d'entrer dans le vif de discussion, on va vous proposer d'abord de suivre un extrait du discours du président de la République. Au service de la nation.
Nous devons renforcer nos rangs. Et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Ouazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons. Voilà, retour sur ce plateau. En tout cas, Domomat et José Junior, vous avez suivi le ton solennel et puis de fermeté du président de la République. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au discours du chef de l'État, Domomat? Je crois que déjà, je me dis que le président a bien fait déjà de ne pas se précipiter à prendre la parole, étant donné que nous étions dans une situation confuse. Un président, lorsqu'il parle, sa parole doit avoir un effet, un impact important sur la psychologie de sa population. Et donc, on ne pouvait pas, en pleine confusion, s'attendre à ce que le président parle. Il a pris le temps qu'il lui fallait et il n'a pas non plus beaucoup de temps. Il a parlé au bon moment. Et son message, je crois que son message, c'est en tout cas ce qu'on peut retenir, un message d'espoir. Puisqu'il dit, la RDC ne pliera pas. C'est un message d'assurance. Il dit, peut-être qu'on n'a pas suivi là, il dit la RDC se prépare à une riposte vigoureuse et coordonnée. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'assurance. C'est ce qui est attendu d'un chef en pareil moment. C'est qu'il rassure ses troupes, c'est qu'il donne de l'espoir à ses concitoyens que malgré ce qui peut être présenté comme défaite temporaire, c'est effectivement temporaire, mais cela va finir par se transformer en victoire, puisque, rappelez-vous, par exemple, lorsqu'on évoque la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler était le maître du monde jusqu'à un certain moment. Il a commencé à rencontrer des difficultés dans son avancée, notamment au niveau de l'URSS. Il a perdu dans la bataille de Stalingrad. Il a perdu après dans d'autres batailles, déjà ici en Afrique. On a commencé par l'attaquer. Et donc, en pareil moment, on a besoin des discours rassurants, des discours qui donnent de l'espoir. Voilà, José Junior, vous avez suivi également le président de la République. Une communication, je crois, bien calibrée. Est-ce que c'est votre avis aussi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Oui, moi j'ai noté dans l'image, je parle un peu de la sémiologie ici. Vous voyez déjà le décor du président. Naturellement, le président parlait dans un cadre beaucoup plus solennel, un peu plus institutionnel. Mais vous voyez déjà, quand il prend la parole, derrière lui, il y a un tapis rouge qui est naturellement accordé au président, mais on n'a jamais mis ça en exergue par sa communication. Et finalement, ce tapis rouge, tout simplement, ça montre les rouges, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel le président prend la parole. Et vous voyez la tenue vestimentaire que le président porte, il n'est pas en tenue
de ville. Il est sobre. Il est sobre, c'est une tenue qui traduit déjà un message dans sa tenue. C'est une tenue qui montre effectivement que je suis dans une situation exceptionnelle. Et déjà, c'est une attitude qu'il a pu adopter lors de sa rencontre avec le conseil, je veux dire, le conseil de défense, la réunion interinstitutionnelle avec les chefs de corps. Et tout simplement, il voulait transmettre un message qui est, je crois bien, qui a été bien choisi par sa cellule de communication. Et finalement, je voyais que dans une situation de communication de crise, il y a au moins 4 attitudes qu'il faut adopter. Vous avez l'attitude de pouvoir assumer le choix, c'est-à-dire reconnaître la situation telle qu'elle est. Il y a une autre attitude qui consiste notamment à nier le fait, à nier que non, effectivement, tout va bien et qu'il n'y a rien qui va se passer. Vous aurez une autre attitude qui recommande de rejeter la responsabilité à l'autre, que voilà, je rejette la responsabilité, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui a pu faire ça. Il y a une autre attitude, la 4e, qui consiste plutôt à manipuler l'opinion publique, de dire que ce n'est pas ça. Le chef de l'État, certainement bien conseillé par ses services, a pu assumer, il a pris la première attitude qui consiste justement à assumer la responsabilité qui est le sien, c'est-à-dire reconnaître effectivement qu'il y a des difficultés sur le terrain, que ces difficultés ne sont pas de nature à embrouiller la confiance et la détermination de toute une nation, de pouvoir finalement mettre hors d'état de nuire tous ces ennemis-là. Je pense sur le plan de la sémiologie. Oui, parce qu'il a promis une réponse vigoureuse. Oui, effectivement. Le plan de la... J'étais d'abord sur le plan de calibrage de l'image. Je pense que le message est passé. Là, ça a atteint la cible de faire décès toutes les couches de la population, effectivement, de montrer qu'il y a un chef qui est en situation de guerre. Il doit s'assumer. Déjà, le simple fait qu'il ne soit pas parti dans une réunion, dont Momat l'a rappelé, la réunion de la CAC, je crois, la communauté d'Afrique de l'Est. Oui, la réunion de la communauté d'Afrique de l'Est, c'était déjà un message sur le plan de l'image qu'il devait projeter. Et finalement, il aurait effectué des visites, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, en Angola, pour rencontrer, dont il a fait... c'est vrai. Voilà, il a été, bon, je ne sais pas si les services ont pu confirmer, mais j'ai eu des informations comme il faut, comme quoi il a fait une visite comme ça, justement parce qu'il a en train de rationaliser, maintenant c'est sorti. Sur le plan de la projection de l'image, je pense que c'était une bonne image, puis il a pu sortir de la situation de guerre dans laquelle... Dans la situation de guerre, en fait, on ne peut pas reprocher au président, parfois lorsqu'il estime qu'il peut aller rencontrer certains des partenaires pour discuter, pour réfléchir, avant qu'il ne prenne des décisions à l'interne, c'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs conseillé. Voilà, donc voyez ça sur le plan de l'image, c'était bon. Et maintenant, je reviens dans le fond du discours. Le président parle, j'ai noté, je crois, quelques messages ici importants. Il parle de l'enrôlement dans nos forces armées. Il parle de la riposte vigoureuse et coordonnée de nos forces armées. Il parle de la République qui ne pliera pas, qui ne se laissera pas écraser. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez que c'est déjà des messages très forts. Les autres auraient voulu peut-être que le chef de l'État parle d'une déclaration de guerre, mais quand on dit je dois riposter à une agression, c'est-à-dire que je dois vous attaquer aussi. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, mais je sais que le message est tout trouvé et c'est un message qui est de nature à pouvoir rassurer. Et le président s'assume comme le seul responsable de la situation dans laquelle nous nous retrouvons ici, mais il a besoin du soutien de tout le monde. Je vois dans les textes antérieurs, vous allez en détail de sa communication, vous allez trouver des passages du genre, le président appelle tout le monde à soutenir les forces armées de la RDC, il appelle même les secteurs privés de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre, une contribution en logistique, une contribution sur le plan opérationnel. Ce n'est pas exclu. La situation de guerre, je pense que ce sont des attitudes qu'il faut recommander à tout le monde. Et nous, en tant que médias, nous sommes en train de remplir notre part de contrat, même si ce n'est pas formellement acté par les services, soit par le ministère de la Communication. Mais nous sommes en train de sensibiliser de telle sorte que les discours du président puissent atteindre les couches les plus reculées de la population pour que finalement ce qui est le vœu du président, qui est le vœu de toute une nation, puisse donner les résultats que nous souhaitons pour notre pays, c'est-à-dire finalement la reconquête des partis occupés par la rébellion et de repousser la rébellion d'où elle a commencé. Donc je pense que c'est de ça qu'il parle comme riposte rigoureuse et coordonnée des opérations. Je pense que c'est un discours à la hauteur de l'enjeu. Voilà, un discours à la hauteur des enjeux. On a vu que la mobilisation générale est partie de la tête, c'est-à-dire du président de la République, mais au sein de la majorité présidentielle ou bien de la majorité carrément parlementaire, il y a l'union sacrée dont on ne voit pas beaucoup les caciques se bouger, à part peut-être Jean-Pierre Bemba. Dans mon match, vous avez vu que Jean-Pierre Bemba s'est mobilisé en allant appeler les compatriotes
de l'Équateur à se mobiliser, à soutenir l'armée et à s'enrôler dans l'armée. Pourquoi on a l'impression qu'il est le seul? Où sont les autres? Où sont passés les autres caciques? Cette question, j'aurais bien voulu que ça soit posé à ces caciques-là, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Déjà, il faut dire que ce que Jean-Pierre Bemba fait, il remplit son devoir en tant que citoyen, en tant que leader surtout, en pareille circonstance, il a le devoir là de mobiliser. Puisque tantôt, nous avons évoqué le rôle des leaders, même si ça n'a pas été comme tel, mais nous avons évoqué le rôle des leaders dans des situations de crise. Et donc, ce que Jean-Pierre Bemba est en train de faire, c'est tout à fait normal. C'est un leader connu dans ces pays et surtout, il a un ancrage dans la partie ouest, à l'Équateur notamment. Et donc, il est tout à fait normal qu'il aille prêcher l'évangile de la mobilisation et de l'engagement dans les forces armées pour les jeunes. Et par rapport aux autres, je me pose aussi la même question. Je me demande, est-ce que finalement, vous savez, l'Union sacrée au départ, on l'a dit et redit ici, c'est un ensemble hétérogène d'intérêts divergents. Oui. Et donc, forcément, on ne peut pas s'attendre à ce que tous puissent converger dans la même direction. Parfois, il y aura ceux qui vont tout le temps être avec le président de la République dans sa vision, dans ce qu'il fait, dans sa démarche. Il y a ceux qui vont prendre le temps de réfléchir, de beaucoup réfléchir. Voyez-vous, c'est arrivé également lorsqu'on parlait de la question du changement de la Constitution. Il y a ceux qui ont pris tout leur temps pour réfléchir avant de donner leur position. C'est ce qu'on est en train de revivre actuellement. Ils réfléchissent, ils font des calculs politiques, ils analysent la situation et au bout de tout ça, ils peuvent soit assumer leur engagement aux côtés du président ou ils peuvent, on ne sait pas, la vie a ses surprises. Personne ne s'attendait à ce qu'un homme comme Corneille Nangaa, qui était président de la CENI, puisse se retrouver à la tête d'une rébellion. Donc, la vie a ses surprises. Des gens comme Jean-Jacques Mamba, par exemple. Jean-Jacques Mamba, des gens... Très, très structurés. Voilà. Et donc, il se peut que demain ou après-demain, qu'il y ait ceux qui peuvent prendre parti pour l'ennemi. C'est que personne ne souhaite, puisque en tant que Congolais, nous voulons que tous les Congolais puissent, malgré leurs divergences, puissent cohabiter en paix et chercher de voies pacifiques pour finalement résoudre leurs problèmes ou les conflits qui les opposent. Et donc, il y a peut-être le fait qu'en ces moments aussi, c'est un fait qu'on peut évoquer comme ça, qu'il y ait peut-être un peu de gêne de vouloir appeler à la mobilisation, lorsqu'on sait que quand nous sommes à peine à une année du gouvernement, rappelez-vous, le président l'a dit, une des raisons qui justifie le retard de la formation du gouvernement a été le fait que chacun voulait avoir sa part de gâteau. Et en ce moment-là, on a vu, regardez les nominations, c'est les frères de X, c'est le fils à Y, au niveau des assemblées provinciales, nationales. En fait, c'est comme si la RDC appartenait à quelques familles qui se sont répartis des postes tant dans les assemblées nationales, provinciales, que dans le gouvernement, à la fois le gouvernement provincial et national. Peut-être qu'il peut y avoir aussi ces gènes-là de dire que voilà, nous avons confisqué le pouvoir, nous avons confisqué la richesse de ces pays, et quand il s'agit de la guerre, on doit demander aux pauvres citoyens, aux citoyens lambda, d'aller se battre. Peut-être que c'est une raison, une question de bon sens qui peut leur avoir dicté de se réserver un tout petit peu, regardez dans d'autres pays. Mais en même temps, ceux qui sont exposés à la guerre, c'est eux qui ont voté pour les hommes politiques qui sont là. Malheureusement, c'est ça la réalité sur le terrain. Regardez dans d'autres pays, ceux qui ont du respect sur le plan politique. Regardez, à chaque fois, lors des élections aux États-Unis, par exemple, première puissance mondiale aujourd'hui,
Lorsque vous avez un passé militaire, cela vous honore. Lorsque vous avez dans votre famille quelqu'un qui a fait l'armée, cela vous honore. Et à chaque fois, on va dire que John Kerry, même s'il n'a pas été candidat à la présidentielle, mais on va dire que John Kerry a un passé militaire. XY a un passé militaire. C'est un ancien du Vietnam. On a longtemps honoré John McCain parce qu'il a été on dira du roi d'Angleterre. Il a servi dans l'US, dans la force aérienne de la Grande-Bretagne. Ça vous donne une certaine image et les gens vont sympathiser avec vous pour ça. Ce qui n'a jamais été le cas pour nous. Jean-Marc Kabound l'évoquait, il disait, s'adressant à ses collègues, nous sommes ici, qui peut vouloir envoyer ses enfants dans l'armée? Et il a répondu à ça, personne. Et donc, peut-être que, comme je le disais tantôt, ça peut être, au-delà de tout ce que nous avons dit, des calculs politiciens, des calculs des positionnements, ça peut aussi être une question de bon sens. Parfois, on peut se réserver et se dire, bon, je prendrai la parole, je vais mobiliser, mais qu'il y ait quand même des gens qui commencent à le faire, après on va leur emboîter les pas, en ce moment-là, on ne va pas subir des critiques comme celles que je viens d'évoquer. Voilà, José Junior, vous avez suivi dans mon match, vous avez suivi également l'actualité. On voit que Jean-Pierre Bemba ne lésine pas sur son énergie pour aller au front, en tout cas mobiliser la population, mais on n'a pas l'impression que le même empressement anime les autres leaders de l'Union sacrée. Comment voyez-vous tout ça? Bon, merci beaucoup. Moi, j'ai une lecture tout autre sur la personne de Jean-Pierre Bemba et tout ce qu'il est en train de faire. Vous voyez que Jean-Pierre Bemba, c'est un leader politique d'expérience. Il a été vice-président du pays, de la RDC pendant la transition. Il a été ministre de la Défense. Il a été ministre, je veux dire ça, ministre tout simplement, du transport et voies de communication. Il est ministre. Il est aujourd'hui. VPM, jusqu'aujourd'hui. Voilà. Jusqu'aujourd'hui. Ajoutez ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils sont au gouvernement. Il est au gouvernement pendant un certain moment. Pendant la campagne électorale, vous savez qu'en 2018, il n'avait pas soutenu le président Tshisekedi. Il était dans la plateforme de l'opposition Lamouka avec le Martin Fayoulou, avec Moïse Katumbi, avec tous les leaders que vous avez connus, les Boussanyamousse et consorts, mais Bemba, oui, Mouzito et consorts, mais à un certain moment, quand il était question de créer l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba était parmi les leaders qui ont rejoint Félix Tshisekedi pour cette union nationale, pour une cause nationale, parce qu'on a besoin de l'unité nationale pour faire face aux défis d'alors. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est resté presque seul dans les cadres d'un leader de cette nature-là, comme lui. Et il est resté presque seul, étant l'un des proches collaborateurs du président, l'un des alliés politiques du président, parce que Moïse Katumbi est parti, il est retourné dans son Katanga natal, il a renforcé le combat de son parti politique dans l'opposition, mais Jean-Pierre Bemba y est resté. Malgré les critiques, malgré le différend qu'il y a eu entre les MLC et l'UDPS et pour le leadership, on disait par moment Bemba devait être Premier ministre, il devait être promu à tel poste de responsabilité. Mais Bemba n'a pas regardé ça. Bemba est allé jusqu'aux élections avec Félix Tshisekedi. Il était le principal leader de la majorité présidentielle avec Vital Kamerhe, pour le moins, à soutenir Félix Tshisekedi. J'étais à l'époque à l'Est, par moment, je l'ai vu à Bunia, sensibilisé, je l'ai vu en Bandaka, dans la Seine province de l'Équateur, avec un discours un peu belliqueux. Il mobilisait la haranguait le foule, avec un discours vraiment, vraiment tranché, pour choisir finalement son cas précisément, que je suis dans les camps de Félix Tshisekedi. Et après les élections, Jean-Pierre Bemba, on lui disait frustré parce que par moment, on l'attendait là où il ne devait pas être, selon ses supporters, il devait être, je ne sais pas, autre chose, dans un poste beaucoup plus grand que là où il avait été, nommé au ministère de la Défense. Mais Bemba n'a pas regardé ça, il est parti mort. Par moment, on voit que Bemba, avec son passé de chef rebelle, il a été chef rebelle à un moment, il a converti son mouvement de rébellion à un parti politique, le MLC. Bemba connaît les affres de la guerre. Bemba connaît l'histoire de la guerre. Bemba connaît les conséquences d'une guerre sur un pays comme la RDC.
Il a fait la prison, même s'il a été innocenté par moment, mais il a subi ça dans sa chair. Il connaît les conséquences de cette situation. Bemba a perdu beaucoup de ses biens à cause de la guerre, justement parce que les biens ont été par moment confisqués, par moment il a perdu presque tout, à cause justement de l'instabilité politique sécuritaire que le pays connaît. Sur le plan personnel, Bemba en fait une histoire personnelle. Je me mets dans sa tête que certainement il ne veut pas faire revivre au pays ou revivre lui-même en tant qu'individu. Souvenez-vous des affrontements entre Bemba et Kabila en 2017 dans cette ville de Kinshasa. 2006-2007. Mars 2006, je crois. Voilà. Vous voyez, tout ce qu'il y a eu là, il a failli y laisser sa peau. 2007. Ouais. Il a failli laisser sa peau, je crois, c'est en 2007, où il a été encerclé. Bemba vit cette situation comme une situation personnelle. Il n'est pas dans un bureau climatisé comme moi et vous. Maintenant, il est dans une situation personnelle où il ne veut pas faire revivre et à son pays et à lui-même cette situation dans laquelle il a vécu par moment. Sur le plan politique, Jean-Pierre Bemba, comme je vous ai dit, comme Momat l'a dit, Jean-Pierre Bemba, c'est un leader dans la province de l'Équateur, on ne le dira jamais assez, dans l'espace lingalaphone. Je veux dire, même à Kinshasa, il a encore, sa voix est encore audible dans la ville de Kinshasa, un peu partout à travers les pays. Bemba, quand il parle, on sait que c'est un leader qui est en tête de parler. Mais Bemba, aujourd'hui, il utilise cette posture, il utilise sa position de leader politique pour pouvoir sensibiliser la population. Et finalement, pour une cause, j'estime une cause nationale, dénuée vraiment de tout calcul politique, comme Momat l'a dit. Mais je sais aussi, pas que je sais, j'analyse aussi comme lui que il peut aussi y avoir une position de visée politique derrière sa démarche. Mais comme ce n'est pas prouvé, ce n'est pas des éléments qui indiquent, mais on peut spéculer tout simplement que, voyez la situation de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, je vous ai dit, en termes de confiance, Jean-Pierre Bemba est le seul membre du gouvernement, non membre du Conseil national de sécurité, non membre du Conseil supérieur de la sécurité, à participer à des réunions de sécurité. Il est là aux côtés du président comme conseiller parce que pour avoir été ministre de la Défense, pour avoir connu la rébellion, pour avoir été tout ce que je venais d'évoquer ici. Donc c'est un homme de confiance du président pour le moment, un conseiller principal, occulte, je ne sais pas comme vous voulez, dans ce domaine de la sécurité du pays. C'est pourquoi il a utilisé, ou il l'a fait de manière personnelle, mais je sais que le président ne lui en voudrait pas de pouvoir faire ce qu'il est en train de faire pour le moment. Alors, sur le plan personnel, peut-être il peut en tirer profit parce que en voyant le vide qu'il y a autour du président, sur le plan de la communication politique maintenant, pour mobiliser les gens, Bemba peut en tirer profit. Peut-être, je ne dirais pas comme dit Momat, que peut-être c'est un calcul, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je sais que pour les raisons que j'ai indiquées, j'ai données tout à l'heure, non, Bemba... Momat a dit par rapport à ceux qui sont un peu timorés, peut-être... Oui, je vais en venir. Très vite, parce qu'il nous reste 2 minutes. Effectivement, donc je conclus avec Bemba que sa démarche est salutaire, c'est une démarche à saluer, et pour des raisons que je venais d'évoquer tout à l'heure aussi. Mais Bemba aussi peut aussi tirer profit de cette situation parce qu'il y a un vide autour du président sur le plan de l'affichage, sur le plan de l'image en cette période de guerre ici. En commençant par le Premier ministre, je n'ai pas suivi le Premier ministre, en tout cas beaucoup d'occasions, déclarer ou se rendre effectivement, il a été à Goma, je crois, pas plus de beaucoup de fois, pour aller rencontrer, elle est plutôt dans l'humanitaire au lieu d'être dans une situation d'avant-gardiste, c'est une situation de premier plan parce que le président ne gouverne pas, bien que la défense soit une question question régalienne appartenant au président, mais en tant que coordonnatrice de l'action gouvernementale, je pense que le Premier ministre a une responsabilité première de pouvoir être au devant de la scène que de laisser seul le président faire ce travail-là. Je ne dis pas qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ça devait être peut-être le ministre de la Défense. Oui, le ministre de la Défense devait faire son conduit à neuf. Oui, hier, il a été au briefing avec le ministre Mouyaya. Est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'ils sont en train de faire... Il a plutôt fait un discours. Oui, bon, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, je n'y étais pas. Mais au moins, ils doivent faire mieux, ils doivent faire plus sur le plan surtout de l'affichage. On ne sait pas ce qui se passe sur le plan de la stratégie opérationnelle. Là, on n'a pas accès. Ce sont des questions, des informations non dites, comme vous avez appris avec moi. Mais au moins, sur le plan de l'affichage, sur le plan de la communication, démontrer effectivement que le président n'est pas seul au niveau national de pouvoir aller. Je reviens sur la situation de nos amis de l'Union sacrée. Vous voyez, on a parlé de cette... il n'a pas dit une organisation hétérogène. Une organisation hétérogène aux multiples... aux intérêts divergents. Oui. Effectivement, au sein de l'Union sacrée, vous trouvez, il y a des caciques qui sont au sein de l'Union sacrée qui ont des ambitions présidentielles, qui regrettent même par moment de n'avoir pas été candidat président.
Parce que les autres, ils ont déclaré ils devaient être nommés peut-être Premier ministre. Les autres voulaient carrément être à la place et postuler comme étant candidat président. Et Bemba est le seul à n'avoir ni déclaré cette ambition-là et à n'avoir pas postulé, avoir peut-être même dans l'entourage évoqué cette question. Aujourd'hui, les gens pourraient être dans cette situation d'avoir des calculs politiques, et je les rejoins cette fois-ci, qu'effectivement, s'il y a basculement de la situation, ils peuvent en tirer profit. Mais Bemba, finalement, Bemba n'a pas grand-chose à faire. Mais il y a quand même aussi un autre fait à prendre en compte, parce que lorsque vous prenez les présidiums, on va remettre la photo, même si on a élargi ça, mais lorsque vous prenez certaines personnes de cette... du présidium, vous avez des gens qui n'ont pas vraiment d'assises populaires. D'assises populaires. Lorsque vous prenez, excusez-moi, Mbosso, il n'a pas d'assises populaires, même chez lui. Lorsque vous prenez les présidents du Sénat, il faut être clair, il n'a pas une si grande popularité dans son Katanga que ça. Et malheureusement, lorsque vous prenez Kamere et Bahati qui sont de l'Est, en ce moment, il y a crépitement de balles dans cette partie du pays, ce qui peut rendre difficile leur déplacement. Peut-être que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Peut-être, mais cela n'exclut pas le fait qu'ils sont un peu silencieux sur cette question. Ils sont un peu timorés en tout cas. On aurait voulu débattre encore plus longuement, mais la télévision c'est le temps, on est talonné par le temps. On va devoir rendre l'antenne. Je vous remercie, José Junior, pour des analyses toujours profonde, en tout cas toujours parce que c'est la première fois. C'est avec plaisir que nous vous recevons. On espère que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, dans Momat, on vous remercie pour vos analyses toujours profondes. On remercie également toute l'équipe technique qui a été pilotée de main de maître par Giscard Tamba et du côté de la régie. On remercie tous nos téléspectateurs pour leur fidélité. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine. Merci.